Bonjour, merci d'être parmi nous. On va vous présenter, on va vous parler des ressources humaines dans un environnement international et des métiers que recouvre ce sujet. Tout d'abord, je vais vous dire 2 mots sur l'Institut Magellan que nous représentons tous, qui est en fait un organisme de formation un petit peu particulier, puisqu'il est issu d'un réseau de responsables ressources humaines qui interviennent dans des grandes structures internationales ou dans des licornes ou dans des ETI. Et donc ce réseau de représentants des ressources humaines de ces sociétés-là a voulu créer une école qui forme à tous ces métiers. Et donc nous représentons cette école que j'ai le plaisir de diriger. José Maria Olotte, et non pas Jean-Marc, est directeur pédagogique. Et nous avons 3 alumni qui exercent des fonctions dans des métiers RH international et qui pourront vous partager leur expérience. Voilà, donc je vais laisser la parole à José Maria qui va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire travailler dans les RH dans un environnement international. Merci. Alors, tous les mots sont importants quand on dit RH international. RH, bien sûr, donc nous exerçons, et vous l'entendrez, des métiers classiques de RH. On va parler recrutement, on va parler formation, on va parler rémunération, on va parler mobilité. Donc tout ça, ce sont les mots-clés du métier des RH. Simplement, l'autre partie de la phrase est tout aussi importante, c'est à l'international. C'est-à-dire que les préoccupations dont vous allez entendre parler, c'est comment je fais tout ça, qui sont les métiers classiques de la fonction RH, dans une dimension internationale. En me disant dès le début, dans ma réflexion, dans nos réflexions, bien, mon sujet, il va pas concerner qu'un seul pays, la France, si on travaille pour un groupe français, mais 1, 2, 3, et jusqu'à un nombre parfois élevé de pays, c'est-à-dire de culture, c'est-à-dire de législation qu'il va falloir intégrer dans notre raisonnement avant de déployer, faire vivre au travers de groupes plus ou moins grands. Sandrine disait, nous travaillons aussi, et nos anciens étudiants travaillent aussi dans des ETI, mais toutes ces entreprises partagent cette préoccupation de se dire comment une idée RH, une façon de faire des RH peut marcher à l'échelle internationale. Donc voilà, c'était ça mon introduction. Alors on a la chance d'avoir 3 de nos anciens, plus ou moins anciens, mais anciens pour faire ça. Et donc on a décidé, pour lancer un peu la discussion et avant de prendre vos questions, de le faire autour de 3 thèmes, leur demander à chacun de se présenter. Alors vous avez leur nom et leur fonction à l'écran, si je ne me trompe pas, mais un petit peu de leur parcours en quelques mots avant, et puis surtout ce qu'ils font maintenant. Et après, on enchaînera sur 2 autres questions. Alors David, puisqu'il est à côté de moi et qu'il a le micro. Alors bonjour à tous. En termes de parcours, je suis un ancien opérationnel en fait côté assurance sur les sujets de valorisation d'instruments financiers. J'ai eu un petit parcours entrepreneurial en Asie du Sud-Est et ensuite j'ai intégré le milieu RH par le biais de la chasse de tête. Et c'est par le biais d'un bilan professionnel que j'ai entamé une reconversion. J'ai intégré Magellan, l'Institut Magellan, promotion 2016-2017. Et à la sortie de cette formation, j'ai travaillé pour un ancien client, la captive financière du groupe Renault, donc un groupe CAC 40 industriel, environnement international, couverture de 26 pays. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole, environnement des services financiers et de la banque assurance. J'étais sur un périmètre international un petit peu plus restreint et très récemment, depuis janvier 2023, j'ai intégré le groupe Caisse des dépôts qui est en fait le bras armé financier de l'État français, comme vous le savez peut-être. Voilà. Et tout ça dans des métiers de rémunération et de gestion des avantages sociaux et on pourra y revenir ultérieurement. Voilà. Merci David. Magdalena, on continue. Oui, bonjour. Donc Magdalena Lyonnais. Moi, je suis polonaise d'origine, mais j'habite en France depuis 20 ans. En fait, je suis venue pour compléter mes études à Sciences Po. Ensuite, je travaillais dans la communication, donc c'était mon premier métier. En faisant la communication, je me suis rendu compte que la communication n'est pas très loin des RH. J'ai beaucoup travaillé avec les RH. Et ce qui m'a donné envie d'intégrer l'Institut Magellan en 2019. Ce qui m'a particulièrement attiré, c'est la dimension internationale et gestion de talents à l'international.
Donc j'ai décidé ensuite de faire la thèse sur ce sujet. J'ai fait mon stage chez Plastic Omnium. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un autre équipementier automobile en tant que responsable de développement RH Group, donc avec une forte dimension internationale. Et à côté de ça, j'avais la fonction de responsable RH de l'établissement, donc du siège. J'étais récemment appelée par Arkema, qui est un grand groupe français implanté à l'international, donc pour un poste de Corporate Talent Manager. Donc j'ai intégré Arkema il y a 2 mois, donc c'est un poste qui est tout à fait nouveau, mais très international. Et donc dans ce qu'on appelle la gestion des talents, on peut dire gestion de carrière par exemple, gestion de carrière. Alors, 3e exemple, et on laissera le micro à Volana pour repartir sur la question suivante. Volana. Bonjour, donc Volana Ramanoela, moi je suis de Madagascar. Enfant, j'ai habité aussi une dizaine d'années en Russie dans le cadre de l'expatriation de mon père. Et ensuite, j'ai effectué des études de droit. J'ai travaillé depuis le début de ma carrière professionnelle dans les ressources humaines. J'ai occupé les fonctions de juriste en droit social, responsable relations sociales. Et tout ça ce métier avait une dimension très franco-française. J'ai vraiment eu envie de donner une dimension internationale à mon parcours RH. Et donc j'ai suivi en fait la formation gestion des ressources humaines et de la mobilité internationale de l'Institut Magellan pour très vite aller vers un job à dimension internationale. Donc j'occupe actuellement une fonction de responsable mobilité internationale et rémunération au sein du groupe Servier, donc dans l'industrie pharmaceutique, et sur différents périmètres géographiques. Donc dans ma fonction, j'ai à la fois la casquette mobilité, accompagnement en fait des mobilités internationales de l'ensemble des populations du groupe, et une activité de gestion des rémunérations. Ça consiste en tout cas en la coordination des politiques de rémunération dans les différents pays. Alors, mobilité internationale, c'est ce qu'on appelle souvent la gestion des expatriés, mais pas que. Mais pas que, effectivement, ce n'est pas que la gestion des expatriés. D'ailleurs, aujourd'hui, la mobilité internationale, les frontières de la mobilité internationale évoluent, notamment avec la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de nouvelles formes, en fait, de travail qui se sont développées avec le télétravail à l'international, etc. Le travail d'un pays pour le compte d'un autre pays. Et toutes ces nouvelles formes de travail aujourd'hui, leur analyse et les enjeux et leurs impacts entrent aussi, en tout cas dans l'organisation dans laquelle je travaille, dans le périmètre de la gestion de la mobilité internationale. Et quand on dit mobilité internationale, en réalité, ça renvoie vraiment à beaucoup de thématiques, puisque on a des sujets à la fois techniques et humains. Techniques, il y a en tout cas une activité orientée sur la conformité aux réglementations dans les différents pays, notamment sur les volets fiscaux, protection sociale, droit du travail. Il y a une dimension interculturelle qui est forte aussi dans cette activité. Et il y a une activité rémunération, puisque en ce qui concerne les populations en mobilité à l'international, souvent les entreprises ont des dispositifs de rémunération et avantages sociaux spécifiques. Merci. Alors on continue. Donc trois exemples, des parcours différents, des origines géographiques, nationales différentes, et des formations avant d'arriver à Magellan. Et alors Magellan, ça rajoute quoi à ce que vous saviez déjà faire avant ? Ça rajoute tout. Donc avant, j'avais déjà la dimension RH, puisque je travaillais 10 ans dans les ressources humaines, mais dans un périmètre plutôt français. Et en fait, Magellan, ça ajoute en fait la dimension totalement internationale, totalement professionnalisante aussi en termes de formation, contrairement par exemple au Master 2 que j'ai effectué 10 années avant Magellan, qui était un Master 2 classique en université. La formation à l'Institut Magellan, en fait, elle est dispensée par des professionnels, principalement par des professionnels exerçant dans les fonctions RH internationales, dans des groupes internationaux. Et donc, tout de suite, la formation est très professionnalisante. Elle nous met tout de suite, en fait, un pied dans la vie professionnelle. D'ailleurs, comment est structurée la formation ? Il y a effectivement quelques mois,
de cours, entre guillemets, mais avec des professionnels. Mais il y a 6 mois de stage et il y a des séminaires à l'étranger où on rencontre également énormément de professionnels. Et pour moi, vraiment les 2 caractéristiques de la formation à l'Institut Magellan, c'est 1, totalement international, l'ouverture au monde, et 2, totalement professionnalisant, parce qu'on est tout de suite prêt en fait, à occuper la fonction à l'issue de la formation. Alors un petit flash d'actualité, la formule, la structure de pédagogique, le contenu n'a pas changé, mais comme on va passer l'année prochaine en alternance, ça va changer un peu le rythme, mais le fond reste le même. Alors, Magdalena, donc une formation dans 2 pays déjà avant, en France, en Pologne, et Magellan en plus de tout ça. Oui, tout à fait. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que la formation à l'Institut Magellan nous permet de découvrir vraiment tous les métiers RH. Parce que même si on choisit, par exemple, CNB ou la mobilité internationale ou les ressources humaines à l'international, on a les cours de tronc commun, on peut dire, où on a la vision sur vraiment tous les métiers RH. Donc on peut, même si on a choisi ce qui était de mon cas assez rapidement, Talent Management. J'ai eu une très bonne formation, aussi CNB, la mobilité interne, aussi les droits sociaux, ce qui était très appréciable et ce qui m'a beaucoup servi dans mes postes en fait, que j'ai eu parce que les carrières évoluent. On est amené assez souvent de changer de poste ou changer d'entreprise, donc le périmètre évolue. Et ce que l'Institut Magellan permet, pour ma part, j'ai constaté qu'on est très rapidement opérationnel, on peut très rapidement discuter avec les autres professionnels de RH en ayant le même langage, en se situant à peu près au même niveau parce que c'est une formation qui a quand même un niveau très très élevé. Je voulais juste ajouter une chose, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié la dimension interculturelle. En fait, on a des cours sur les différences interculturelles aussi, sur les comportements de différentes cultures dans les différents pays. Et moi, de mon côté, ça m'a été très, très utile. Et je l'utilise dans mon travail tous les jours parce qu'on est amené à travailler avec les différents pays. Et les cours à Magellan m'ont permis, par exemple, de comprendre qu'effectivement, les modes de comportement en Chine ne sont pas pareils, aux États-Unis, les managers ne se comportent pas de la même façon. Donc, il y a cette sensibilité aux différences culturelles qui aide beaucoup quand on est vraiment dans le milieu international. Merci. Alors, David, un financier assureur qui a été entrepreneur, il reste quoi à lui apprendre ? Et ben moi, pour un petit peu appuyer les propos de Magdalena, ce que l'Institut Magellan m'a apporté, c'est avant tout une notion, je pense, de crédibilité. Et effectivement, la fonction RH est souvent exposée, doit faire un petit peu ses preuves, convaincre en entreprise. Et la notion de crédibilité, je pense que au travers de la formation, vous en faites l'acquisition naturelle. Et c'est un institut du coup qui est reconnu dans le monde des entreprises. Et c'est souvent un label qu'on cherche lorsqu'on est dans un parcours un petit peu étudiant ou d'acquisition de connaissances, compétences. Ça, c'est une première chose. Le deuxième vrai point positif, c'est la notion de réseau. Alors, elle est, selon les spécialités, peut-être plus ou moins prédominante. Dans le domaine de la rémunération et avantages sociaux, nous, on travaille sur une gestion temporelle parfois très réduite. On peut avoir des commandes pour le COMEX ou la direction générale à laquelle on doit répondre en 24-48 heures. Et c'est la fluidité du réseau, la possibilité d'activer la notion de benchmark, de partage d'informations, de bonnes pratiques, qui est très importante. Et ça, pour le coup, si vous regardez un petit peu l'histoire de l'Institut Magellan, il y a également l'existence d'un cercle qui s'appelle le Cercle Magellan, avec une adhésion d'entreprises de tout secteur, plus que SBF 120, y compris ETI. Et ça apporte, je pense, une facilité d'action en environnement professionnel. Et puis la troisième chose que j'ai beaucoup appris de cette formation, c'est la dimension très hétéroclite des participants à la formation. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une promo avec une dynamique importante en termes de participants. Donc, on était quasiment une quinzaine côté rémunération avantages sociaux, une trentaine dans la promo au global, les 3 spécialités confondues. Et ça a permis de confronter des points de vue
et des parcours de carrière qui étaient complètement différents. Vous l'avez entendu au travers de nos 3 témoignages. Il y a souvent un ADN international qui peut ressortir, mais c'est pas une condition sine qua non pour travailler à l'international. Pour moi, la première condition, c'est l'envie, la volonté et puis la sensibilité. Donc, on n'en a pas parlé, mais il y a forcément au moins la maîtrise d'une langue, souvent à minima anglaise, pour pouvoir évoluer dans ce type d'environnement. Mais surtout, la diversité des parcours est inspirante. Et l'Institut Magellan, pour moi, je le dis souvent, si c'était à refaire, je le referais 2 fois plutôt qu'une. Et ça a été parmi mes plus belles années. J'ai 40 ans aujourd'hui, pour la petite histoire. Voilà. Aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, non. Enfin, bon, sinon, on aurait. Il n'y a pas longtemps. Ça. Alors, vous avez un peu, David, touché du doigt les conseils qu'on pourrait donner. On a parlé Magellan, mais les gens qui se disent, mais faire des ressources humaines à l'international, l'anglais, qu'est-ce qu'il faut avant de venir à Magellan ou dans une formation? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Voilà, vous avez commencé un petit peu, mais on va creuser. Donc, pour la petite aparté, la caractéristique de l'Institut Magellan, mais aujourd'hui c'est l'apanage peut-être aussi de beaucoup de formations, ce côté international qui est de plus en plus prédominant dans la plupart des grandes entreprises, nécessite, je pense, une pratique courante quand même de l'anglais. Pourquoi? Parce que je me souviens des séminaires que j'ai pu faire à New York et à Singapour notamment, et ces séminaires sont dispensés dans déjà la langue anglaise. Donc il faut, je pense, avoir cette compétence technique linguistique qui se développe. Après, pour moi, il y a l'ouverture culturelle. Certaines de mes collègues l'ont mentionné. Je pense que la notion de curiosité, d'ouverture, de mindset, d'agilité culturelle est quelque chose, je pense, un prérequis. Il y a un petit peu, je dirais, une ouverture d'esprit, la générosité, l'envie de partager. Et c'est vrai que les ressources humaines restent une fonction support au service des clients internes. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête, quelle que soit la spécialité. Et lorsqu'on l'exerce à l'international, il y a des caractéristiques interculturelles qui sont peut-être un petit peu plus importantes. Voilà, le relief de l'interculturel est, je pense, à la fois un moteur et c'est assez stimulant. Donc, beaucoup de bienveillance, d'écoute et de curiosité pour ma part. C'est ce qui caractérise un petit peu les parcours à l'international. Merci. Bon, mais je crois que tu as tout dit. Effectivement, l'anglais est important. Donc déjà pendant les études, mais aussi dans la vie professionnelle. Pour ma part, en fait, je pense que toutes les réunions que je fais sont en anglais. Donc il faut vraiment être prêt à intervenir, parler en anglais. Oser, parce que l'anglais de tout le monde n'est pas parfait. C'est pas il faut pas être native English, mais quand même, il faut vraiment avoir cette capacité. Et c'est très important pour échanger dans le milieu international. Après, comme tu as dit, la curiosité, bienveillance, envie d'aller vers les autres. Ce qui est important, c'est aussi pouvoir mettre en place son petit réseau interne, repérer les personnes sur qui on peut s'appuyer. Ce qui est important aussi dans ce métier, on est assez exposé quand même, donc on a très souvent les échanges avec la direction générale, donc les grandes fonctions en fait qui ont des besoins, souvent avec qui on dialogue, donc il faut savoir aussi avoir ce courage de interagir avec ses interlocuteurs. Ne pas avoir peur, donc il faut s'y lancer. Et puis, mais le plus important, je pense que c'est cette ouverture culturelle, l'ouverture à l'international. Merci. Volana. Dans la continuité de l'ouverture à l'international, de façon plus concrète, moi j'inciterais vraiment à se déplacer, si possible, à aller au contact et en proximité en fait des différentes entités ou périmètres géographiques, soi-même éventuellement demander ou une mobilité internationale. Enfin, dans le parcours d'études et dans le parcours professionnel, je pense vraiment que l'expérience hors du siège, et ça peut être vraiment une opportunité qu'on peut avoir dans ce type de métier. Dans certaines organisations, d'ailleurs, il y a des hubs géographiques avec des fonctions qui sont basées dans certaines zones du monde, où ça peut être une fonction locale aussi. Mais pour moi, dans l'exercice de cette fonction,
c'est vraiment important d'aller au plus près, avoir cette curiosité et comprendre le local. On dit souvent d'ailleurs dans notre jargon RH international que pour bien réussir, il faut avoir une approche global, donc think global, act local. Alors peut-être un dernier point, puisqu'on a un peu de temps avant de prendre les questions. On pourrait se dire, mais faire des ressources humaines internationales, et vous venez d'en parler, Valéna, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire à Paris, ça veut dire qu'il faut forcément partir, ça veut dire que, peut-être un mot chacun d'entre vous là-dessus, vous avez eu des parcours internationaux forts avant, maintenant vous êtes plutôt, on va dire, parisien. C'est forcément ailleurs qu'en France, ou c'est aussi en France qu'on fait des ressources humaines internationales? C'est les deux, parce que c'est une fonction qui s'exerce souvent c'est une fonction siège. Ça peut être une fonction siège, comme ça peut être une fonction locale ou dans une zone géographique. Et il y a vraiment les trois options. Maintenant, peu importe qu'on occupe la fonction locale, zone géographique ou monde, siège, je pense que c'est dans tous les cas important d'avoir l'ouverture. D'accord. Magdalena, dans les organisations aussi que vous avez connues? Oui, donc moi de mon côté, j'ai toujours travaillé au siège, mais j'ai fait de nombreux déplacements parce que c'est important de voir donc mes correspondants, les différents RH ou les managers situés dans les différents pays. Donc je pense qu'on peut être bien basé au siège et puis essayer de bouger. Souvent, c'est que les sociétés proposent des missions de courte durée à l'international. Donc il y a des sociétés qui proposent par exemple de faire des échanges, de travailler 3 ou 6 mois dans une autre filiale en exerçant aussi le rôle des RH. C'est tout à fait possible. Et c'est qui se fait assez souvent dans les différentes sociétés. Je te passe. Alors moi, de mon point de vue, je considère qu'il est plus simple de travailler dans un environnement international lorsque vous êtes dans une fonction dite corporate, donc sur le territoire français national. C'est en général plus simple de travailler pour une entreprise française qui a une activité internationale. Et là, vous avez une vision centralisée de toutes les pratiques qui se font par grandes zones géographiques. Donc ça, c'est un premier moyen, en tout cas, de travailler dans le domaine international. Ensuite, vous pouvez effectivement rayonner d'un point de vue local. Donc, vous pouvez travailler pour une filiale d'un groupe international en France et vous allez interagir avec le siège dans une relation internationale, mais le positionnement est un peu différent. Le vrai sujet, c'est que l'expertise des ressources humaines, elle est quand même très fortement ancrée. On n'a pas beaucoup appuyé ce sujet, mais sur la technicité sous-jacente du droit indexé au pays dans lequel vous exercez. Et donc, la connaissance et la particularité des RH à l'international, c'est que lorsque vous intervenez sur un périmètre, il faut quand même avoir soit des relais locaux, soit une très bonne connaissance des pratiques, j'ai envie de dire juridiques, parce que tout ce qu'on effectue, tout ce qu'on met en place est quand même conditionné au respect, entre guillemets, d'un cadre juridique et réglementaire. Et donc, sous cette approche, c'est rare d'aller exercer depuis Paris, ou depuis la France, pour un pays particulier si on n'est pas basé en local. Et donc la casquette la plus simple d'y arriver, c'est quand même d'intégrer une fonction d'entreprise corporate au démarrage d'une amorce de carrière internationale. C'est mon point de vue. Donc on peut faire de l'international partout. C'est le résumé. C'est le résumé. Bien. Alors maintenant, question peut-être Alors, moi j'ai une question par rapport à la dimension juridique à l'international. Ça veut dire qu'il y a il y a un aspect, un pan de formation en droit international. David le disait, on ne peut pas prétendre ni former ni savoir le droit social dans 185 pays du monde, je ne sais pas combien il y en a. Il y a deux aspects. Il y a être sensibilisé à ça. Il y a par exemple on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais des types de droits. Il y a le droit anglo-saxon, il y a le droit latin, il y a le droit, etc. Donc déjà se dire, oui, je mets des pays dans des blocs et je me dis, c'est plutôt, prenons juste un exemple rapide, aux États-Unis, on est dans la relation du contrat. Ça, c'est leur modèle de droit. En Europe, en France, on est dans la relation de la loi. Donc et ça, c'est déjà un premier réflexe à avoir.
Après, est-ce que quelqu'un peut prétendre savoir instantanément? En mobilité internationale, c'est la même chose. La fiscalité, vous ne pouvez pas le savoir, mais vous êtes sensibilisé et vous savez où trouver l'information. Prestataires, collègues locaux, benchmark, etc. vont vous permettre. Nous, notre travail, c'est de vous sensibiliser à ça. Ces différences, ça existe. Et comment je l'intègre dans ma réflexion professionnelle? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Merci. Si ça répond à votre question. Oui. Autre question? Alors, j'ai quand même une autre question. Ça veut dire que quand on travaille à l'international dans les RH, on doit centraliser, on doit organiser un réseau de personnes, de spécialistes autour de nous pour répondre aux différentes questions, si j'ai bien compris. Il me semble que le réseau il est déjà mis en place au sein des entreprises, Oui, oui, parce que la fonction RH comprend différents départements. Donc les entreprises sont, je pense, conscientes des enjeux qu'on peut avoir. Donc au sein d'une direction RH, même dans les différents pays, on peut avoir donc le spécialiste en droit social, on peut avoir des spécialistes en rémunération, en recrutement, en gestion des carrières. Donc en fait, on s'appuie souvent sur les réseaux internes au sein de l'entreprise. Moi, je vais juste compléter avec le réseau externe. Il y a le réseau interne et il y a le réseau externe. Je pense que vraiment une des caractéristiques du métier RH international avec les différentes spécialités, c'est qu'il y a un réseau externe en fait qui est vraiment très développé. Et David l'avait signalé à un moment donné pour des problématiques techniques dans des pays. Il est vraiment très, très facile de très rapidement échanger avec des pairs. C'est vraiment primordial, en fait, échanger avec des pairs pour un benchmark, pour un partage d'expérience. Et en tout cas, ça nous facilite beaucoup. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui exercent cette fonction, qui sont passionnées par l'exercice de cette fonction et vraiment qui se rendent très facilement disponibles pour échanger les uns avec les autres. Bon, pour moi, j'aimerais comprendre comment le manager RH il va s'adapter à la culture et la mentalité des personnes qu'il va gérer. Par exemple, si on prend les salariés en France, ils n'ont pas la même mentalité que par rapport aux ceux qui sont au Sénégal. Donc j'aimerais savoir comment le manager RH il va s'adapter à cela. Alors, il y a les compétences déjà du manager RH, mais après, il y a aussi des dispositifs de formation après professionnelle tout au long de la carrière professionnelle pour, en tant que RH à l'international, avoir cette dimension interculturelle. Je pense que la formation à l'Institut Magellan, elle est déjà un bon socle, en fait, pour développer ça. C'est-à-dire, souvent, déjà, les formations sont constituées de personnes qui viennent de différents horizons. Il y a les séminaires à l'international où on rencontre beaucoup d'internationaux. Et c'est aussi avec l'expérience après dans l'exercice du métier où, honnêtement, personnellement, j'ai beaucoup appris avec l'Inde, par exemple. Et la première fois que j'ai interagi avec l'Inde, j'avais pas les compétences 100% des compétences pour interagir avec l'Inde, mais je savais qu'il y avait un enjeu interculturel, qu'il fallait que je fasse attention à tels et tels enjeux interculturels avec l'Inde. Et on le met en pratique et ça se développe avec le temps. Et je pense que vraiment une des richesses du métier, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre justement, en tout cas sur le volet interculturel. Eh bien, merci. Il nous reste à remercier, vous dire qu'on est là pour répondre plus individuellement peut-être à vos questions. Et on est sur le stand 22, là-bas au fond. Merci, bon après-midi.